heureux de modérer cette session. C'est un workshop organisé par Somadiag. J'attends avec impatience d'écouter nos orateurs de haut niveau. La séance d'aujourd'hui s'inscrit autour de la culture cellulaire, cette approche qui est incontournable et qui traverse les disciplines, j'allais dire, et même les rennes végétales, animales. Donc, je suis vraiment ravi de présenter Dr Loïc Blanchon, qui vient de l'université de Clermont-Ferrand et qui va nous parler des cellules primaires et lignées cellulaires, origine, caractéristiques et bonnes pratiques d'utilisation au laboratoire. À vous la parole, Dr Loïc. Alors, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le laboratoire Somadiag de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui donc les cultures cellulaires, une petite introduction sur ce que c'est, un petit peu d'histoire, un petit peu d'application, afin de faire un tour d'horizon un petit peu de leur utilisation. Donc, comme présenté, je m'appelle Loïc Blanchon, j'appartiens à un laboratoire qui travaille à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, qui s'appelle le GRED pour génétique, reproduction et développement. Et dans notre équipe, nous nous intéressons surtout à la cicatrisation de différents épithéliums lors de nos travaux de recherche. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler des cultures primaires et des lignées cellulaires. Origine, caractéristiques et bonnes pratiques d'utilisation au laboratoire. Et je vais démarrer ce topo tout d'abord par une première définition toute simple sur ces cultures cellulaires. Donc la culture cellulaire, ça va désigner et décrire les techniques qu'on utilise pour faire croître des cellules hors de leur organisme ou de leur tissu d'origine. Et ces cellules, leurs caractéristiques très intéressantes pour nous en recherche, c'est qu'elles sont et restent en mesure de se diviser. C'est ce qu'on appelle donc des travaux in vitro. Alors il y en a qui disent ex vivo, mais c'est plutôt dans ce cas-là de l'in vitro. Avec un petit peu d'appareillage utilisé là pour les cultures de cellules, mais cela sera un peu plus détaillé dans le deuxième topo de cet après-midi. Alors la culture cellulaire, il faut dire qu'on décrit ça à peu près en 3 périodes historiques. Alors la première période, c'est ce qu'on appelle la période des précurseurs, de 1885 à 1900. C'est là où sont développées en fait les premières méthodes pour faire vivre un tissu en dehors d'un organisme. Et c'est là qu'on isole, grâce à monsieur Harrison, les premières cellules, qui sont des cellules de grenouille, pour les faire vivre hors de l'organisme. Deuxième période, la période de la culture de tissu à partir de 1902, sous l'impulsion d'un professeur, le professeur Alexis Carrel, qui était un pionnier à l'époque de la chirurgie vasculaire. Alors il arrive, ce monsieur, à faire vivre un cœur de poulet. Pardon. D'accord. Merci beaucoup. Donc, non, ça n'a pas l'air de... Si. Alors, attendez, on va y arriver. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, monsieur Carrel, donc, qui est un pionnier de la chirurgie vasculaire, donc il parvient à faire vivre hors de l'organisme un cœur de poulet, au-delà de la durée de vie de cet animal. Donc c'est un peu un pionnier futur pour les greffes d'organes et les choses comme ça, ce qui nous ramène finalement à la troisième période, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir la période de la culture cellulaire, qui démarre à partir de 1951. À cette époque-là est utilisée et isolée la première lignée cellulaire que à peu près tout le monde connaît, ce sont les cellules LA, avec l'avantage que ce soit la première lignée décrite, mais beaucoup d'inconvénients à l'heure actuelle, puisque ces cellules ont contaminé finalement beaucoup d'autres lignées cellulaires. À l'origine, ce sont des cellules cancéreuses d'un cancer du col de l'utérus, et elles avaient été prélevées à l'époque chez une patiente qui s'appelait Henrietta Lacq, sans obtention de son consentement. Alors, obtenir les cellules pour les mettre en culture, c'est bien. On a eu besoin d'un monsieur qui s'appelle monsieur Eagle. Alors ce monsieur Eagle, lui, il a mis au point les premiers milieux pour cultiver les cellules. Et pour ce faire, en fait, il a essayé un petit peu toutes les substances qui étaient favorables à la culture des cellules pour voir celles qui étaient essentielles dans la constitution des milieux. Alors son milieu essentiel, le premier date de 1955. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tous les autres milieux sont dérivés de celui-ci, pardon. Et les cellules ont besoin donc d'acides aminés, de sel, de sucre et de vitamines.
Alors à partir de là, il faut savoir que quand on a commencé à utiliser les cellules et par la suite dans leur développement, pour les utiliser, il y a une réglementation bien précise qui fait que l'on utilise 4 niveaux de sécurité différents pour les laboratoires. Et ces laboratoires, donc de premier niveau de sécurité, ce sont pour le L1 les cellules animales non transformées qu'on peut utiliser et manipuler à l'intérieur. Dans le L2, ce sont les cellules humaines non transformées. Dans le L3, ce sont les cellules humaines, cette fois-ci, qui sont transformées. Et le plus haut niveau de sécurité, c'est donc le laboratoire de type L4, qui permet d'utiliser et d'étudier des cellules qui sont infectées par des virus mortels pour l'homme. Alors, les laboratoires, donc, au fur et à mesure des niveaux, je ne vais pas vous décrire tous les niveaux et toutes les spécificités de chacun lors de ce topo. Il faut savoir que le choix donc, se fera suivant le type de cellules et les agents infectieux qu'on va utiliser. Et ça conduit donc à avoir des spécificités. Par exemple, ici, je vous présente une photo d'un laboratoire où vous voyez, on a des indicateurs de pression à l'entrée, puisque dans certains cas, il faut des surpressions ou des sous-pressions pour éviter l'entrée ou la sortie d'agents extérieurs ou intérieur si on manipule des choses dangereuses. Autre illustration de ces laboratoires, vous avez ici donc les SAS qui permettent d'entrer dans les différents laboratoires avec ici une pièce de niveau L2 et ici une pièce de niveau L3 avec un deuxième SAS qui permet d'entrer donc dans le laboratoire final avec tous les appareils pour manipuler ces cultures de cellules. Donc différents niveaux de sécurité, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les cultures de cellules et leur utilisation. Une fois, j'allais dire qu'on connaît bien les niveaux de sécurité et la protection aussi bien pour les cellules que pour le manipulateur, tout normalement doit se dérouler au mieux. Alors, passé cette réglementation, ce qui est très très important à connaître en fait quand on manipule des cellules en culture, c'est qu'il existe principalement 2 types de cellules en culture. Et ces 2 types, c'est donc ce qu'on appelle respectivement les cellules primaires et les lignées cellulaires ou cellules tumorales. Alors ces lignées, je vous en ai déjà parlé avec les cellules là. Et on va s'attarder un petit peu sur les cellules primaires, sachant que quand on a l'habitude un petit peu de faire des manipulations en culture des cellules, il faut savoir que ces 2 modèles, en fait, ce sont des modèles complètement différents, qui n'ont pas les mêmes avantages, qui n'ont pas les mêmes inconvénients, on les détaillera rapidement tout à l'heure, mais en fait, ces 2 modèles sont complètement complémentaires pour pouvoir mener les expérimentations et pour pouvoir analyser les résultats. Alors, fort logiquement, on commence par les cellules primaires. Alors, les cellules primaires, il en existe 2 types principaux. Le premier type, c'est les cellules libres et circulantes, comme les cellules du sang. Alors, très simplement, on va les prélever, centrifuger le sang et obtenir les cellules. On peut aussi séparer les différents tubes cellulaires sur ce que l'on appelle des gradients de Perkol. Et le deuxième type de cellules primaires, c'est les cellules qui vont constituer un tissu. Alors ces cellules qui vont constituer un tissu, là encore une fois, ça fait appel un petit peu à l'historique de leur utilisation, puisqu'il faut savoir que pour les isoler, il y a en fait principalement 2 méthodes qui sont utilisées. La première de ces méthodes, c'est la méthode qu'on appelle par dissection. Alors, c'est la première méthode historiquement qui a été utilisée avec des petites pinces de manipulation et elle a donc été utilisée par les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir les précurseurs. Alors, cette méthode, elle est parfaite. Elle permet surtout d'isoler des cellules à l'heure actuelle quand on a des tout petits morceaux de tissu. Le problème, c'est que de façon un petit peu cavalière, on peut dire qu'il en faut de la patience pour les isoler grâce à la dissection parce qu'il faut à peu près une trentaine de jours pour obtenir ces cellules primaires par la méthode dissection. Alors la deuxième méthode qu'on utilise beaucoup plus à l'heure actuelle, c'est la méthode qu'on appelle par digestion enzymatique. Alors cette méthode, elle utilise des enzymes protéolytiques qui vont permettre donc de digérer la matrice extracellulaire qui maintient les cellules dans un tissu ou dans un organe les unes avec les autres. Alors ces produits, c'est par exemple la trypsine. Donc cette méthode par digestion enzymatique, son avantage c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que la méthode par dissection. Malheureusement, elle n'est pas systématiquement appropriée à l'isolement de ces cellules, puisque lorsque les cellules ont des membranes trop fragiles, eh bien cette trypsine a tendance à les digérer. Donc c'est pas tout le temps non plus cette méthode idéale, et on doit encore en passer par la méthode utilisant la dissection. Alors ces cellules primaires, elles sont extrêmement intéressantes pour le manipulateur et pour les résultats obtenus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, elles sont proches de la réalité de l'organe. Et
en fait, le deuxième avantage, c'est que en culture de cellules, elles vont garder leurs propriétés au vu des manipulations futures que l'on va vouloir mener. Donc, c'est un modèle à côté duquel on ne peut pas passer, même si par la suite, on le verra, on utilise les lignées cellulaires et les cellules immortalisées pour avoir un peu plus de nombre et pour pouvoir conduire des manipulations un petit peu en plus grand nombre. Alors, elles ont quand même un inconvénient, ces cellules primaires. Le premier de ces inconvénients, c'est qu'elles subissent des contaminations fréquentes. En effet, si l'organisme de base, à partir desquels on les a obtenus, était contaminé par un virus, on va ramener le virus avec nos cultures primaires. Et le deuxième inconvénient de ces cellules, même si elles sont proches de leur organisme d'origine, c'est qu'elles ne sont pas immortelles. En effet, on va pouvoir les utiliser pendant 1 ou 2 divisions ou 3 divisions, et après, en fait, elles vont subir une limite. Cette limite, c'est la limite de Hayflick, qui a été décrite donc par un monsieur qui travaillait à cette époque-là. Et cette limite de Hayflick, elle est décrite comme ça. Première chose, cette limite de Hayflick, donc mise en évidence en 1965, elle est principalement due à ce qu'on appelle la conséquence du vieillissement cellulaire. Alors, on en entend beaucoup parler dans les médias, et on entend beaucoup parler en particulier d'une partie des chromosomes qu'on appelle les télomères, c'est-à-dire le bout des chromosomes, qui vont au fur et à mesure de la vie de la cellule se réduire, et une fois que ces télomères seront devenus trop courts, eh bien quelque part, la cellule va mourir. Alors comment ça va se passer ? C'est là où l'expérience, j'allais dire, de la culture cellulaire est importante, et l'habitude du manipulateur est importante. Eh bien, quand on va isoler ces cellules primaires, elles vont devoir avoir une phase de croissance, qui va bien se passer, 2-3 passages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au bout d'un moment, elles vont arrêter de se diviser. Elles vont arrêter de se diviser, mais en fait, elles ne vont pas se décrocher tout de suite de la boîte de culture. Elles vont rentrer dans une particularité qu'on appelle la sénescence. C'est-à-dire qu'elles vont arrêter leur métabolisme, mais elles ne vont pas tout de suite se décrocher de la boîte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un tout petit peu d'habitude pour se dire « mes cellules primaires, je les ai bien utilisées pendant 2-3 passages. Maintenant, je ne peux plus les utiliser car elles ne se multiplient plus. » Ce qui va se passer, bien sûr, à terme, c'est qu'en fait, si on ne les transforme pas et qu'on ne les modifie pas pour qu'elles deviennent des lignées, elles vont se décrocher du fond de la boîte, elles vont mourir, et à ce moment-là, si on veut obtenir des lignées primaires, il va falloir repartir du début, soit par la méthode de dissection, soit par la méthode de digestion enzymatique. Alors on le voit relativement facilement, hein, les cellules changent de morphologie, le noyau change de forme, et donc elles finissent par mourir petit à petit. Donc ça, c'est ce qui concerne les cellules primaires. Alors vous voyez, c'est très pratique, c'est très proche de la physiologie de l'organe. Et finalement, existe-t-il une solution miracle ? Et cette solution miracle se trouve-t-elle dans l'utilisation des lignées cellulaires ou des cellules tumorales, c'est-à-dire des cellules LA, comme on a vu tout à l'heure ? Alors, solution miracle, non. Solution pratique, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces cellules, elles permettent de contourner cette limite de Hayflick. Elles sont capables de se multiplier à l'infini. Et ce sont donc, comme je l'ai dit, des cellules dérivées de tumeurs. L'exemple type, c'est des cellules LA. Alors ici, sur la gauche, je vous ai donné d'autres exemples de lignées, pris complètement au hasard. Il en existe des centaines et des centaines. Ou alors, c'est des cellules normales dont on va modifier les propriétés de division pour les rendre immortelles. Alors, pour modifier les propriétés de division, je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est le traitement de ces cellules par des substances chimiques cancérigènes type, par exemple, butyrate. Ou la deuxième exemple qu'on peut utiliser, c'est en fait la transformation de ces virus, comme par exemple le virus SV40, qui est très utilisé en culture de cellules et qui possède ce que l'on appelle un antigène T. Cet antigène T va aller s'introduire dans le génome de la cellule et il va empêcher les protéines anticancéreuses de fonctionner. À ce moment-là, si on empêche ça, les anti-oncogènes, eh bien du coup, nos cellules vont se transformer en lignées cellulaires. Alors, le plus souvent, ces lignées cellulaires, je vous ai pris un exemple, c'est l'exemple d'une société commerciale, peu importe, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Ces lignées cellulaires, à l'heure actuelle, on peut donc les acheter commercialement, et donc on obtient lors de cet achat toute une description de ces cellules avec leur nom, leur type, leur origine, la façon dont il faut les cultiver, d'où elles proviennent, etc., etc., les milieux que l'on doit utiliser pour les faire pousser au mieux. Alors, sachant que quand on vous donne un milieu pour une lignée cellulaire, on peut souvent en utiliser d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Les milieux dérivent tous du milieu de base et finalement, ils n'ont pas autant de différence que ça. Et après, évidemment, on vous donne les références bibliographiques qui vous permettent de revenir à la base si vous avez besoin de mieux connaître les origines et surtout mieux prévoir l'utilisation de ces cellules lors de vos manipulations. Alors, quels sont les avantages du coup de ces lignées cellulaires ou de ces cellules tumorales? Premièrement, elles sont uniformes entre elles. C'est-à-dire qu'on peut décongeler ces cellules indéfiniment, les conserver indéfiniment dans l'azote liquide, comme c'est montré ici, dans des petits vials, comme on appelle ça, et dans des cuves à azote, sachant que pour congeler les cellules, la seule précaution à prendre, ça va être d'utiliser leur milieu et d'adjoindre à ce milieu un petit peu de DMSO pour éviter que les cristaux de glace qui se forment quand vous congelez trop vite ces cellules ne fassent exploser les cellules à la décongélation. Mais ça se fait relativement bien, ça peut bien se conserver indéfiniment dans l'azote liquide. Et l'avantage de ces cellules, c'est que leur croissance est rapide et aisée une fois qu'on a déterminé le bon milieu pour les cultiver. Alors maintenant, comme je le disais tout à l'heure, est-ce la solution miracle? Non, c'est comme d'habitude. Il vaut mieux une combinaison de l'utilisation de cellules primaires et de cellules en lignée. Elles diffèrent beaucoup, cette fois-ci, du tissu dont elles proviennent, puisqu'elles ont des caractéristiques de multiplication infinie, et que ça n'est pas la physiologie. Et deuxième chose, du coup, comme ce n'est pas la physiologie du tissu, il faut faire attention à l'interprétation qu'on va faire des résultats obtenus, que ce soit en recherche fondamentale, en recherche translationnelle ou en recherche clinique, puisqu'on est quand même loin, j'allais dire, de la cellule de base et de la cellule de l'organe. D'où encore une fois, et j'insiste là-dessus, sur l'intérêt de combiner expérimentation en lignée primaire, enfin en cellule primaire, pardon, et expérimentation en lignée immortalisée. Alors, il existe un important écueil à l'utilisation de ces cellules, et tout le monde le subit, c'est ce qu'on appelle les contaminations. Alors, ces contaminations, il faut d'abord savoir que ces lignées, elles peuvent être facilement contaminées, aussi bien par le manipulateur que par plein d'autres choses dont on va voir juste la description par la suite. Et deuxième chose, il faut faire extrêmement attention à ces contaminations parce que lorsqu'une cellule est contaminée, elle va avoir des caractéristiques et elle va pouvoir donner des résultats scientifiques et cliniques qui sont complètement différents. On va pouvoir obtenir un résultat sur une manip 1 qui seront ceux-là, et sur une manip 5 ou 6, si la cellule est contaminée, les résultats pourront être différents. Donc attention, prudence dans l'interprétation, surtout que ces contaminations peuvent être de deux types. Première chose, les contaminants chimiques. C'est ce qu'on appelle les produits non vivants, tels que par exemple la qualité des plastiques que vous allez utiliser lors de la culture, les impuretés de ces milieux de culture ou du sérum de croissance que vous avez utilisé, suivant son origine et suivant son pays d'origine, mais aussi le CO2 que vous allez envoyer dans votre étuve pour faire pousser vos cellules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contaminations chimiques. Il existe un deuxième type de contamination, c'est les contaminants biologiques. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 4 types de contaminants biologiques. Première contamination, la contamination bactérienne. Alors, on les repère relativement facilement, ces petites bactéries. Deuxième contamination, la contamination fongique. Troisième contamination, la contamination par les levures. C'est assez facilement repérable, ça aussi, puisque ça se voit sous le microscope avec un grossissement relativement limité. Et j'irais jusqu'à dire que la contamination la plus gênante, contrairement aux contaminations bactériennes ou aux choses comme ça qu'on peut éliminer grâce à des antibiotiques, même s'il y a certaines personnes qui utilisent beaucoup la culture cellulaire et qui n'aiment pas l'utilisation de ces antibiotiques, ça c'est manipulateur dépendant, c'est la contamination avec ce qu'on appelle les mycoplasmes. Alors les mycoplasmes, c'est une classe de bactéries, mais une classe de bactéries sans enveloppe. Ça veut dire qu'on ne peut pas les attaquer avec des antibiotiques. Et en plus, le problème de ces mycoplasmes, c'est que ce sont des contaminations qu'on appelle latentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu, qu'on a l'impression qu'on les a éliminées, mais en fait, elles sont toujours là. Et le problème, c'est qu'il faut mener des tests hors laboratoire sur les milieux pour savoir si nous sommes contaminés avec ces mycoplasmes, d'une part, et d'autre part, c'est extrêmement difficile à éliminer et jamais parfait. Donc on va dire que ça, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un peu la plaie du manipulateur en culture de cellules, ces contaminations avec des mycoplasmes. Très très difficile et surtout les résultats doivent être analysés avec extrêmement de prudence si on se rend compte qu'on est contaminé. La plupart du temps, lorsqu'on a affaire et on rencontre ces contaminations, quelles qu'elles soient, on a plutôt tendance à jeter toutes les cellules pour nous et pour les autres qui sont à côté de nous et à redécongeler un batch de base. Alors ces cellules, c'est quand même extrêmement pratique parce que ça permet énormément de manipulation.
Alors, 2 exemples de manipulation et 2 exemples d'utilisation. Je vais tout d'abord vous parler pour ces outils et exemples de ce qu'on appelle la transfection des cellules, et après je vous donnerai un exemple d'utilisation en recherche fondamentale et translationnelle pour vous faire voir un petit peu l'évolution récente de ces techniques et de ces utilisations, et pour vous faire voir qu'on peut utiliser ces cellules finalement de plus en plus à grande échelle en pouvant tester énormément de molécules chimiques, molécules cliniques en même temps. Alors, première chose, la transfection. Si on considère les cellules, et sans aller dans le détail, ça va consister à introduire un outil d'étude exogène à l'intérieur de nos cellules en culture. La plupart du temps, lorsqu'on utilise des cellules en culture, en plus de tester des substances médicamenteuses ou chimiques, en fait, on va utiliser aussi une technique couramment connue en laboratoire qu'on appelle le clonage. Et pour ce clonage, on va souvent utiliser ce qu'on appelle des plasmides, qui vont nous permettre d'introduire à l'intérieur d'une cellule, par exemple, un gène et sa séquence, afin de faire produire une protéine recombinante clinique qui va être utilisée par la suite. Après ce clonage, le problème, c'est qu'il faut arriver à faire pénétrer pour produire cette protéine recombinante à l'intérieur de la cellule eucaryote, pour qu'elle conserve toutes les caractéristiques eucaryotes de la protéine. Il va falloir qu'on l'introduise, et pour introduire ce plasmide à l'intérieur des cellules, il va falloir réaliser ce qu'on appelle la transfection. Cette transfection, elle peut être soit stable, c'est-à-dire qu'on va introduire notre plasmide pour produire la protéine de manière continue. Ça se fait souvent sous la pression de sélection d'un antibiotique. Et la deuxième chose qu'on utilise beaucoup plus souvent, c'est ce qu'on appelle la transfection transitoire, c'est-à-dire qu'on va introduire le plasmide, qu'on va le conserver un petit moment dans la cellule, et qu'après, naturellement, il sera éliminé de la cellule, puisque la cellule ne l'a pas, normalement, à l'intérieur d'elle. Alors, pour réaliser cette transfection, il existe 3 techniques. La plus ancienne et la moins chère, c'est ce qu'on appelle la technique au phosphate de calcium, qui va permettre, avec notre morceau d'ADN de type plasmide, de former un précipité qui va aller se lier à la membrane de la cellule et qui va pénétrer à l'intérieur. Alors, cette technique, elle est peu chère, mais elle reste peu utilisée à l'heure actuelle, surtout qu'on ne comprend pas bien comment ça marche. Deuxième technique beaucoup plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les liposomes et tous leurs dérivés. Alors vous savez que les liposomes, on en entend beaucoup parler dans les produits cosmétiques pour relarguer au niveau de la peau, j'allais dire, des substances. Et ces liposomes, ils ont une structure de double membrane, comme la membrane de nos cellules. Donc on va introduire nos plasmides à l'intérieur de ce liposome, qui va aller fusionner avec la membrane cellulaire et qui va relarguer le plasmide ou l'ADN à l'intérieur de nos cellules pour que celui-ci aille dans le noyau et puisse être utilisé par la cellule pour produire par exemple une protéine recombinante. Troisième technique, c'est ce qu'on appelle la nucléoflexion. Alors c'est une technique qui est beaucoup plus récente. C'est une technique qui est basée sur la combinaison d'un courant électrique et de tampons spécifiques. C'est quelque chose qui a été développé très récemment, mais qui a un petit peu de mal à percer. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait beaucoup de mise en point et c'est relativement cher comme technique. Donc la plupart des gens ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser ce que je vous ai évoqué avant, le phosphate de calcium, ou les liposomes pour faire rentrer leur plasmide. Mais il faut être au courant qu'il existe cette technique de nucléoflexion pour pouvoir faire pénétrer les plasmides. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est une petite illustration de l'utilisation de ces cultures de cellules que j'ai appelées en recherche fondamentale et translationnelle, par exemple pour la cicatrisation des épithéliums. Et pour la cicatrisation des épithéliums, je vais vous prendre un exemple bien précis. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle la poche des os. Donc la poche des os, c'est cette double membrane formée de l'amnios et du chorion qui va contenir le fœtus en développement. Et le fœtus va baigner dans le liquide amniotique qui va être limité donc par ces 2 feuillets qu'on appelle l'amnios et le chorion. Cet amnios et ce chorion, ils doivent rester solides tout au long de la grossesse et ils ne vont rompre qu'à la fin de la grossesse au niveau du col utérin, puisque va se former au niveau de ce col une zone de morphologie altérée, c'est-à-dire une zone morphologique qui va changer de structure, qui va se fragiliser et qui va rompre. Le problème pendant la grossesse, c'est qu'en fait, cette double membrane, amnios et chorion, va être soumise à l'attaque de polluants extérieurs, par exemple comme le tabac, les facteurs polluants environnementaux et les infections microbiennes, ce qui fait qu'en cours de grossesse, on va avoir un emballement inflammatoire, une formation d'une zone fragile avant la fin de la grossesse, et cela va conduire à ce qu'on appelle une rupture prématurée des membranes fœtales avant 37 semaines de grossesse, et ceci, dans le monde à l'heure actuelle, c'est responsable d'un tiers des naissances prématurées, donc c'est vraiment un problème de santé publique. Quand une membrane fœtale va rompre avant la fin de la grossesse, le problème c'est que le gynécologue obstétricien a très peu de solutions à l'heure actuelle.
il n'arrive pas à faire cicatriser cet épithélium et il va conseiller à la mère de se reposer, de s'allonger et il va lui donner une antibiothérapie. La culture de cellules, elle peut être utilisée pour commencer à modéliser la manière dont on pourrait faire réparer ces épithéliums en cas de rupture. On sait qu'on peut utiliser des petits bouchons de collagène auxquels on peut adjoindre des substances procicatrisantes. Et pour ce test-là, utilisant des cultures de cellules, en fait, la substance procicatrisante qui a été utilisée et testée, c'est la vitamine A. On peut utiliser un microscope, ici, qui permet la culture de cellules en live. Et ce live va permettre de suivre la cicatrisation au fur et à mesure de l'épithélium et au fur et à mesure de la présence de cette substance cicatrisante. Pour ce faire, on a un tapis cellulaire, comme indiqué ici. Et sur ce tapis cellulaire, on va réaliser une blessure, comme ce qui se passe en cours de grossesse avant le terme. Et sur cette blessure, on va y adjoindre soit une substance inerte, soit notre substance procicatrisante. Et en live, on va suivre en fait la cicatrisation des tapis. Vous voyez qu'ici, vous avez la substance inerte, peu de cicatrisation au bout de 48 heures, alors que la substance procicatrisante dérivée active de la vitamine A va permettre une cicatrisation complète, comme indiqué ici, au bout de 24 heures pour la substance active et au bout de 48 heures. Alors, je vais essayer de vous montrer, j'ai essayé d'inclure des vidéos, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va voir. En haut, vous avez le suivi en live de la substance inerte, en bas, vous avez le suivi en live de la substance procicatrisante. Et on voit bien que sur la partie haute, la cicatrisation est lente et peu efficace sur le tapis cellulaire, alors que sur la partie basse, au bout de 48 heures, la cicatrisation est terminée. Donc cet outil microscope va nous permettre de suivre en live la cicatrisation grâce à ces cultures de cellules et va nous permettre de tester une substance procicatrisante. Maintenant, l'intérêt en recherche translationnelle et en clinique, c'est de pouvoir tester beaucoup de substances en même temps en utilisant peu de cellules. Et bien très récemment, de nouvelles technologies ont été développées par certaines sociétés pour permettre justement ces tests à grande échelle. Je vous présente ici l'exemple d'un appareil, peu importe le type d'appareil. Cet appareil-là va permettre de tester 96 substances en même temps et de réaliser 96 blessures, par exemple, dans notre exemple, en étalant les cellules sur des boîtes 96 plis, soit lignées primaires, mais comme ce sont des 96 plis, on a besoin de peu de cellules primaires, donc c'est une très bonne nouvelle. Et avec cette chose-là, on réalise 96 blessures homogènes, identiques, sur tous nos tapis cellulaires. À partir de là, on introduit les cellules dans l'appareil, et cet appareil, on lui adjoint toutes les molécules procicatrisantes ou toutes les protéines thérapeutiques que l'on veut tester, et on va pouvoir suivre en live, et l'avantage de ce type d'appareil, 96 conditions, et l'avantage principal de ce type d'appareil, c'est qu'on peut suivre la cicatrisation chez nous, à partir de notre ordinateur. Et à partir de là, on obtient des résultats comme ceci. Par exemple, au temps zéro, je vous ai pris un exemple ici, où l'on peut tester 1, 2, 3, 4, 5, etc., 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 conditions homogènes sur notre tapis de lignée primaire ou de lignée cellulaire. Et à ce moment-là, ça, c'est au début de l'expérience. Et 48 heures plus tard, en live, vous voyez que suivant les substances testées, ici, on a peu de cicatrisation, alors que dans ces conditions-là, on a quasiment une cicatrisation complète. Donc, les deux modèles sont utiles, lignée primaire, lignée cellulaire, et le développement des nouvelles technologies ainsi que l'utilisation de la transfection va pouvoir permettre de tester de nombreuses molécules thérapeutiques et de nombreuses protéines recombinantes si on les fait produire grâce à des plasmides. Donc, la culture cellulaire a encore un bel avenir devant soi, surtout vu le développement des nouvelles technologies. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Blanchon, pour cette excellente présentation. Nous allons prendre quelques questions. Est-ce que des questions pour Dr Blanchon dans la salle? Bon, je commence peut-être. Bon, c'est plus une discussion un peu philosophique, mais je suis toujours intrigué par cette idée d'utiliser en culture cellulaire les cellules souches pour essayer de générer différents types de tissus, voire organes. J'aimerais bien écouter votre avis par rapport à ça. Vous nous avez montré un exploit pro-cicatrisant avec la vitamine A. Est-ce que vous pensez que si on arrive à utiliser une combinatoire, j'allais dire,
de substances en culture, on arrivera un jour réellement à obtenir un tissu, voire un organe? Alors, en ce qui concerne les cellules souches, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. C'est vrai que c'est déjà une autre application par rapport à l'utilisation des lignées et des cultures primaires. Et j'allais dire, c'est vraiment une spécialisation pour moi, hein, déjà des techniques de culture cellulaire. J'avoue que dernièrement, et il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours ou 3 jours de ça, on remarque en plus beaucoup d'articles de vulgarisation maintenant qui s'emparent un petit peu du sujet. Je dirais qu'à ma connaissance, à moi, on a fait de beaux progrès par rapport à ces cellules souches en utilisant des substances permettant en effet de choisir le devenir de ces cellules. Beaucoup de premiers essais ont été menés par rapport à la peau ou des choses comme ça. Je pense que ça a un bel avenir. Après, il va falloir arriver à contrôler exactement et à savoir ce qu'on a obtenu à la fin. Vraiment, et si l'utilisation ne va pas générer d'autres problèmes, si on n'a pas une différenciation exacte dans le type cellulaire qu'on voulait obtenir. Est-ce qu'après, j'en termine et je continuerai sur mon exemple de la peau, qu'est-ce qui va se passer si on régénère de la peau, qu'on l'utilise pour réparer quelque chose, chez les grands brûlés ou des choses comme ça par exemple, est-ce qu'on va avoir un rejet, est-ce qu'on va avoir quelque chose, est-ce qu'il va y avoir d'autres problèmes de ce type-là? Ça a bien progressé, on en entend de plus en plus parler. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont testées. Vous dire vraiment si on va arriver à terme à reproduire un tissu, un organe complet et tout, peut-être que pour les organes, c'est un petit peu tôt encore, hein, je pense. Très bien, merci beaucoup. Oui, on prend cette question. Juste un petit complément. C'est-à-dire qu'au laboratoire actuellement, on ne peut pas se passer de cellules transfectées. Bien sûr. Et que dans tous nos diagnostics, s'il n'y avait pas les cellules transfectées, on serait vraiment très embêtés. Absolument. Et donc, c'est une utilisation des cultures cellulaires. On est obligé d'en passer par la transfection, ça c'est une certitude. Merci. D'autres questions? Je prends une dernière question. Oui. Bonjour, c'est Bonjour. Aïssa Marros, le responsable de la filière biotechnologie à l'Université internationale de Casa. Moi, ça sera plutôt 2 questions. Donc, la première, ça sera sur les lignées cellulaires. Donc, vous avez parlé de temps de culture pour les lignées cellulaires. Oui. Est-ce que le temps de culture cellulaire, c'est quelque chose de constant pour toutes les cellules, ou bien c'est différent par rapport à la lignée cellulaire? Alors, première chose, si on parle des lignées primaires, ça va se diviser beaucoup moins rapidement. Si on vient tout de suite à votre question, c'est-à-dire sur les lignées cellulaires, moi, mon expérience me pousse à penser que c'est différent entre chaque lignée. C'est-à-dire que je pense que alors, premièrement, le manipulateur a souvent ses petites lignées préférées et ses petites préférences, donc il va utiliser un petit peu toujours les mêmes. Si on a une nouvelle lignée, on arrive relativement rapidement, j'allais dire, si on a l'habitude de les cultiver, à se rendre compte au bout de combien de temps elles vont doubler. À partir du moment où on a déterminé cette période de doublement, on sait les maintenir, c'est-à-dire on sait partir d'une boîte et se dire, bon voilà, je suis mercredi, j'en ai besoin lundi pour mon expérience de transfection, je dois les diviser au quart ou au 5e ou au 6e pour pouvoir les faire pousser. Donc je dirais que ça, c'est pas très 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 compliqué. Et en plus, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a l'habitude de ces lignées, justement, si on voit qu'elles ne se multiplient plus au même rythme, c'est là où on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis peut-être contaminé, attention, je dois faire attention. Ok. Enfin, je dois être prudent. Très bien. Parce que l'expérience dit, si on prend par exemple le cas des lignées cellulaires d'Audi, JOR4, MUL1102, donc ce sont des lignées cellulaires super difficiles d'abord à conserver et encore super difficiles à relancer. Oui. Après, ma deuxième question, c'est surtout, donc, je voulais partager avec vous une idée, donc si vous, je ne sais pas si vous le savez. Très rapidement, si vous Oui, voulez. oui, très rapidement. Donc, il y a le laboratoire des banques des œufs à Marrakech, donc c'est un laboratoire qui travaille aussi sur les cellules souches. Ils font le traitement des ulcères des œufs avec les cellules souches. L'idée qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on pourra utiliser la même technique, ça veut dire la thérapie cellulaire, par exemple, pour le traitement des escarres? Vous savez, les escarres, c'est un cas de santé publique, donc c'est très grave. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la culture cellulaire, des lignées cellulaires, et notamment en plus de la vitamine A, on pourra quand même résoudre ce problème des escarres? Et ça sera ma dernière question, merci. Alors là, sur les escarres, particulièrement, moi, j'aurais pas de réponse franche et définitive à vous apporter. La seule chose que je sais, c'est que nous, on utilise aussi un petit peu les cellules pour faire cicatriser les épithéliums et aussi
aussi l'épithélium cornéen, puisque historiquement, on utilisait des membranes fétales pour les greffer sur l'œil. Donc on étudie aussi ce genre de choses, ce qui marche très très bien d'ailleurs, hein, puisqu'il y a vraiment une inclusion des cellules à l'intérieur. Le rapprochement cellules souches, qui marche très bien aussi pour les cicatrisations de cornée. Sur les escarres, je n'aurais pas de réponse, moi, de par mon expérience, à vous apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Blanchon. Vraiment désolé, cher ami Khalid. On doit vraiment avancer. Donc, pour utiliser les techniques de biologie moléculaire, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de petits équipements, nous avons besoin de réactifs. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la société Merck dans cette présentation-là, qui est faite par Dr Widad Kelmemi pour 15 minutes. Et par la suite, on entamera la présentation du Dr Oulad par rapport à la production d'anticorps monoclonaux. Et qui a plusieurs bénéfices, comme le fait qu'une cellule donc, elle maintient les fonctions et les propriétés donc, des tissus parentaux. C'est une ressource en fait, une source renouvelable. Donc, tant qu'elles sont vivantes, vous pouvez les cultiver. Donc il y en avoir d'autres des cellules. Et donc les cellules servent donc comme un excellent intermédiaire pour en fait, comprendre les mécanismes cellulaires basiques, pour tester des hypothèses et pour tester de nouveaux médicaments. Nous allons passer par la suite directement grimper, jumper, je voulais dire. Donc on va sauter sur le portfolio de la culture cellulaire, donc disponible chez Merck Life Science et bien sûr automatiquement disponible de chez notre partenaire Somadiac. Mais avant tout, jetons un coup d'œil sur les différentes étapes du workflow de la culture cellulaire, qui est divisé en 3 grandes parties. La préparation qui consiste à la préparation des cellules, puis de culture, des réactifs, etc. La croissance, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est en fait le but de cette étape, c'est croître les cellules, et bien sûr les mettre dans un lieu de culture, procéder à des modifications génétiques, des traitements chimiques, et la dernière étape étant l'analyse de ces cultures cellulaires pour voir l'effet des conditions de culture, mais également les produits chimiques qu'on utilise, bien des médicaments éventuellement, sur ces cultures cellulaires. Et bien sûr, voilà le workflow vu sous un autre angle. Donc bien sûr, on a la première étape qui est la décongélation généralement. Donc après, on fait des passages, on fait de la croissance, et on peut soit passer à la transfection, la manipulation et l'analyse des cellules, soit on fait de la cryopréservation et on boucle la boucle. Donc voilà, on fait des passages, on fait de la congélation, décongélation des cellules avant de passer aux différentes études, différents types d'analyses, différentes manipulations de la cellule. Donc notre portfolio, on est vraiment fiers d'avoir un des portfolios de culture cellulaire, pour ne pas dire le plus complet, un des portfolios les plus complets de culture cellulaire sur le marché, mais également même chez nous, en interne, chez même, le portfolio de culture cellulaire est un des portfolios les plus complets. Parce que là, on fournit, en fait, mis à part des gros équipements, qui ne sont pas notre spécialité, malheureusement, et pour le moment, on ne fournit pas les gros équipements, mais on fournit tout ce qui est nécessaire à la culture cellulaire. Donc, depuis, comme vous pouvez voir, les cellules, les cellules, on a les lignées cellulaires, on a les cellules primaires, on a les cellules souches, on a même les organoïdes. Donc, les organoïdes, c'est les petits organes qui sont utilisés désormais en fait, pour mimer les conditions réelles dans lesquelles se trouvent les cellules, et ça permet en fait d'avoir des résultats plus pertinents et plus justes. Et bien sûr, on a tout ce qui est nécessaire pour la préparation, comme la filtration et comme les solutions de congélation, décongélation, de solutions de congélation des cellules. Donc, cellules, on a une convention avec ICAC pour avoir les lignées cellulaires. On a des cellules
donc on a différents types de filtres, différents dispositifs de filtration selon ce que vous souhaitez donc filtrer, soit des milieux de culture, soit par exemple des antibiotiques, des additifs, etc. Et on a, comme vous pouvez voir ici, donc des filtres pour différents types de volumes. Donc on a des filtres qui permettent la filtration jusqu'à 20 litres, mais également donc, des filtres qui permettent la filtration d'une solution donc, de 1 millilitre. Les filtres Miles donc, sont aussi donc, c'est un des produits phares du portfolio de la culture cellulaire, donc, qui permettent la filtration des antibiotiques, des tampons, des solutions biologiques, des additifs de culture cellulaire, et bien sûr donc, ils sont disponibles sous différents diamètres de filtration et des volumes donc, pour la filtration de différents volumes également. Un autre type de produit donc, que nous avons très récemment introduit sur le marché, qui sont donc, les filtres, les dispositifs de filtration, les Stericup et les Stericup. Donc les Stericup et surtout Stericup Heat, donc c'est le dernier nouveau-né du portfolio des Stericups, et le Stericup c'est celui-là, donc c'est juste l'unité de filtration. En fait, c'est des unités de filtration qui ont permis en fait, de réduire la quantité de plastique utilisé pour la filtration, mais également en fait, d'améliorer en fait, le workflow, améliorer donc, la rapidité donc, de la filtration, et bien sûr ils sont compatibles avec n'importe quelle bouteille qui est disponible donc, dans votre laboratoire. Comme vous pouvez voir ici, donc, il y a des bouteilles, donc différents types de bouteilles plastiques, mais également les bouteilles en verre, donc, sur lesquelles donc, vous pouvez juste mettre votre filtre, donc, et bien sûr filtrer à l'aide d'une pompe, donc filtrer très rapidement donc, votre milieu de culture. Un troisième petit équipement que j'aimerais bien vous présenter, qui est le Millisachant Alcoholic Pipette Controller. Donc c'est une pipette qui permet en fait de faciliter en fait le dispatching donc, de vos milieux de culture, mais également de votre n'importe quel produit chimique, parce que ça combine en fait le Pipette Controller, donc qui permet d'aspirer et de déverser des volumes de 1 à 50 millilitres, et le Repeat et Pipette qui permet d'aligoter en fait, automatiquement des volumes spécifiques. Donc ça combine les deux, et ça permet en fait de soulager et de minimiser le temps nécessaire pour le dispatching, pour l'aligotage de votre culture et de vos solutions. La deuxième étape du portfolio est avec l'étape Grow, donc pour croître les cellules. Et pour ça, bien sûr, nous avons donc, tout ce qui est disponible pour la culture, donc culture cellulaire normale, bien régulière, donc basique, mais également tout ce qui est nécessaire pour la culture cellulaire donc assez avancée, la culture cellulaire en 3D, la culture cellulaire, la culture de cellules souches. Donc tout ça, donc, on a un portfolio assez large qui permet de supporter, de vous aider donc, en fournissant tous les produits relatifs à ces types de cultures, donc basiques ou bien avancées. Comme vous pouvez voir ici, donc, on a une culture classique avec ou sans glutamine, DMER, FPMI, etc. Les antibiotiques, les sérums, différentes origines, différents pays, donc origine animale, différents pays. On a donc même des milieux de culture donc, sans sérum. On a les suppléments, les facteurs de croissance, les cytokines, les flasques, donc les plaques, tout ça. Donc, tout ça, on a pratiquement tout, donc, tout ce que vous, donc, tout ce dont vous aurez besoin donc, pour faire donc, la culture cellulaire. Et également, donc, on a même des produits qui sont destinés donc, aux modifications, par exemple, si vous voulez donc, si vous voulez induire par exemple des réponses spécifiques, donc vous traitez les cellules avec donc des molécules spécifiques, on a les small molecules, on a si vous voulez faire des changements sur vos cellules, bien sûr, comme le CRISPR, en utilisant le CRISPR, donc on a tout un portfolio pour le CRISPR, et donc voilà, ça vous permet de faire donc,
toutes les modifications nécessaires sur vos cellules. La toute dernière partie du portfolio est l'analyse, bien sûr. Donc, et pour ça, on a il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées pour analyser les cellules, depuis la cytométrie en flux jusqu'à l'utilisation du Western blot, le comptage des cellules, les essais cellulaires, etc., etc. Et donc, en parlant de comptage, j'aimerais bien vous montrer ce petit équipement qui s'appelle le Septon 3 et qui permet en fait de faire le comptage de vos cellules en moins de 30 secondes. Donc là, en moins de 30 secondes, vous allez avoir une idée sur la concentration de vos cellules, la moyenne de la taille, du diamètre, le volume cellulaire. Donc vous allez avoir aussi un histogramme de la taille de vos cellules et de la distribution des volumes cellulaires. Donc, ce qui va vous permettre également d'avoir une idée sur la viabilité de vos cellules. Bien sûr. Donc, et ça valait plus la peine d'utiliser le microscope et de passer je ne sais combien d'heures à essayer de compter par vous-même des cellules. Donc, voilà, le Septon 3 va permettre de faire ça en moins de 30 secondes. Un deuxième petit équipement que j'aimerais bien vous présenter, qui est le Minicell Digital Cell Imager. Donc, qui est en fait, c'est un Cell Imager digital, donc qui permet, là vous allez voir, donc là vous pouvez pas visualiser, faire des captures donc, de vos cellules, donc en culture, donc vous mettez votre flasque ici donc, sous la caméra et vous allez voir donc, vos cellules et prendre des photos et bien sûr faire le monitoring, comme on dit, donc, de votre culture cellulaire, transférer les informations. Donc un petit équipement également donc permet d'utiliser le gros microscope avec, je sais pas, les appareils photo gros comme ça, etc. Donc ça c'est un petit équipement qui va vous permettre de vous débarrasser des gros équipements tout en ayant le même résultat et la même performance. Un dernier produit qui est le Accuspin. Donc l'histopac, c'est juste un produit qui est un réactif qui permet de séparer les différentes cellules. Donc si vous voulez faire des études, par exemple, séparer ou extraire des leucocytes, etc., donc vous pouvez ajouter l'histopac à votre prélèvement de sang et donc vous allez faire une centrifugation en 10 minutes et vous allez voir votre plasma, les cellules mononucléées, donc les cellules rouges, les granulocytes, etc. Donc dans différentes lignes. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, on a plein de brochures et de littérature disponible. Donc, si vous êtes intéressé, vous demandez ça, donc on va vous les envoyer, vous les fournir via notre partenaire Somadiac. Mais également, il y a un très beau site web. Donc, c'est la toute nouvelle version du site web donc, qui a été lancé l'année dernière. Là, vous allez voir toutes les informations relatives à la culture cellulaire, soit par application, donc on peut choisir par application, ou bien par produit spécifique, donc vous pouvez voir. Donc là, vous allez justement cliquer, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Et également, donc, on a plusieurs brochures qui sont disponibles pour des tips and tricks, pour vous donner plus de conseils, mais également des vidéos en fait, techniques qui vont vous permettre qui vont vous donner plus d'informations sur les bonnes pratiques, par exemple, je sais pas, de la congélation de vos cellules, par exemple, comment choisir donc, votre culture, comment choisir les membranes pour la filtration de votre culture, etc. Donc il y a une multitude en fait, de vidéos disponibles, mais également des vidéos sur des produits bien spécifiques, donc vous pouvez consulter. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Somadiac et à vous contacter comme ça. Donc voilà, on organisera des réunions et des formations donc, pour vous aider donc, dans votre workflow. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc sinon, je vous souhaite une agréable journée, mais également, j'espère que vous allez profiter. Donc, je sais que les présentations sont très très riches. Donc, pendant l'événement, le congrès de la Société marocaine de chimie clinique. Et à très bientôt. On va l'applaudir quand même. Je
sais pas si elle est avec nous en direct. Non, elle n'est pas là. Très bien. Donc, pardon? Parce qu'on peut lui poser une question, mais elle ne peut pas nous répondre, c'est ça? Donc on enchaîne directement. Je propose qu'on enchaîne directement avec la troisième présentation qui nous sera donnée par notre ami Dr Mustapha Oulad Abdelghani, qui nous vient de l'IGBMC, l'Institut de génétique moléculaire et cellulaire, l'Institut de génétique, biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, et qui va nous parler de la culture d'hybridome et la production d'anticorps, intérêt diagnostique et thérapeutique. À vous la parole, à toi la parole, mon ami. Oui. Bonjour à tous. Donc je suis Mustapha Oulad Abdelghani de l'Institut de génétique. Donc je suis responsable de la plateforme anticorps de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire. Je remercie Somadiac pour l'invitation. Donc je vais vous parler du cas particulier de culture des hybridomes, qui sont des cellules, des lignées de cellules qui produisent les anticorps monoclonaux, et on va évoquer l'intérêt diagnostique et thérapeutique. Donc, les étapes de génération d'un hybridome ou d'un anticorps monoclonal, voilà, donc la génération d'un hybridome ou d'un anticorps monoclonal se fait en plusieurs étapes. D'abord, l'immunisation de souris avec un antigène et un adjuvant. Ensuite, à partir des souris immunisées, on peut préparer des lymphocytes à partir de la rate et les fusionner avec les cellules de myélome qu'on entretient en culture. Donc, ensuite, on réalise la fusion des deux types cellulaires en présence de polyéthylène glycol et on cultive le mélange de fusion sur un milieu de sélection qu'on appelle le milieu HAP, dans lequel seuls les hybridomes qui proviennent de la fusion des deux types de cellules vont survivre et sécréter l'anticorps dans le milieu de culture. Donc on peut tester par la technique ELISA donc les milieux de culture pour repérer les cultures positives. Ensuite, on peut cloner la culture pour obtenir des clones purs, donc monoclonaux, et finalement, le clone pur peut être multiplié en culture pour produire l'anticorps monoclonal. Voilà, donc je vais vous illustrer ces étapes. Donc, la fusion d'un lymphocyte et d'une cellule de myélome se fait en présence du polyéthylène glycol, qui va faciliter la fusion membranaire. On aboutit alors à un hétérocaryon myélome-lymphocyte. On peut voir dans cette image des cellules proches qui sont en train de fusionner, qui sont indiquées par des flèches noires, et des cellules plus grosses qui ont déjà fusionné. Alors, donc ensuite, le mélange de fusion, en réalité, il y a plusieurs types de fusion qui se produisent. Par exemple, des cellules, des lymphocytes avec lymphocytes, des cellules de myélome avec myélome. Mais les fusions qui nous intéressent, c'est cellules de myélome et lymphocytes. Et pour ça, il faut utiliser un milieu sélectif pour éliminer tous les autres cellules et garder que les hybridomes. Donc, les lymphocytes en culture sur ce milieu sélectif, en fait, cette sélection est basée sur une enzyme qui est l'hypoxanthine phosphoribosyltransférase, qui intervient dans le métabolisme d'ADN. Donc, dans ce milieu sélectif, les lymphocytes meurent parce qu'ils ont une durée de vie limitée en culture. Les cellules de myélome meurent aussi parce que
ils sont déficients en cet enzyme qui intervient dans le métabolisme d'ADN, mais par contre, les hybridomes vont survivre dans le milieu parce qu'ils possèdent l'enzyme qui est apporté par le lymphocyte et ils ont un caractère tumoral, donc ils peuvent se maintenir sur ce milieu sélectif. On voit ici une colonie d'hybridomes vivantes, hein, et tout autour, plein de cellules de myélome et des cellules qui proviennent de la rate de souris qui sont mortes. Voilà, donc sur ce milieu achaté, les premiers jours de culture, on va avoir une forte mortalité cellulaire et au bout de quelques jours, on commence à voir apparaître des clones d'hybridomes qui grossissent et au bout d'une dizaine de jours, donc ils grossissent et sécrètent l'anticorps et au bout d'une dizaine de jours, on peut faire un criblage donc par la technique ELISA pour repérer les puits où les cultures sont positives pour notre antigène. Cependant, les puits peuvent contenir une colonie, comme ils peuvent contenir plusieurs colonies, dont certaines peuvent produire d'autres anticorps que ceux qui sont dirigés contre notre antigène. D'où la nécessité de réaliser un clonage. Donc, pour le clonage, il y a deux techniques qui sont couramment utilisées. Donc, le clonage par dilution limite et le clonage sur milieu semi-solide. Le clonage par dilution limite consiste à diluer la culture positive et répartir sur des plaques de culture à raison d'une cellule par puits. Et au bout d'une dizaine de jours, on peut tester le milieu de culture pour repérer les clones positifs. Donc la deuxième technique de clonage donc sur milieu semi-solide, donc on met en culture l'hybridome positif donc sur un milieu semi-solide comme l'agar, et au bout d'une dizaine de jours, on voit apparaître des colonies individualisées qu'on peut repiquer et transférer dans des puits séparés et ensuite réaliser un test ELISA pour repérer les cultures positives. Cette technique sur milieu semi-solide, c'est celle que nous utilisons le plus parce qu'il a l'avantage, donc on a l'avantage d'avoir des colonies bien individualisées, donc on a plus de chances d'avoir des clones purs et aussi elle est peu consommatrice en antigènes lors du test ELISA. Nous avons par ailleurs automatisé cette étape. Vous voyez, grâce à un robot qui va préparer des plaques de culture, qui va sortir les plaques agar donc de l'incubateur, et grâce à une caméra, donc on va prendre l'image de la boîte et un logiciel qui va commander le repérage et le repiquage des colonies et les transférer dans la plaque de culture. Et le robot range ensuite les plaques. Donc on peut, par cette méthode, repiquer un nombre important de clones et aussi tester un nombre important de clones. Donc après, une fois on a notre clone pur, donc on peut le multiplier in vitro, hein, donc pour produire l'anticorps. Donc il y a différents systèmes de culture in vitro, des boîtes en étage, des rouleurs, des spinners, des boîtes avec deux compartiments. Et on a aussi des cartouches en fibre creuse. Donc ça, c'est les méthodes de culture in vitro. Et il y a aussi les méthodes, donc on peut produire l'anticorps in vivo. Donc on injecte l'hybridome dans le péritoine de la souris. L'hybridome va se multiplier sous forme d'une tumeur qu'on appelle ascites. Et le liquide de cet acide donc, est très riche en anticorps. Voilà.
Voilà. Ouais, je vais passer peut-être cette... Voilà. Donc, là encore, une fois on a notre hybridome positif, pur, donc on peut réaliser la séquence de l'hybridome en suivant ces étapes, donc de clonage de l'ADN-C par PCR, etc. Donc c'est utile pour le dépôt d'un brevet et aussi pour passer à des anticorps recombinants. Donc pour produire des anticorps recombinants, donc on peut cloner les chaînes lourdes et légères de l'anticorps dans des vecteurs d'expression, dans des plasmides, et transfecter des cellules pour produire l'anticorps recombinant. C'est une méthode qui est très utilisée par les sociétés pharmaceutiques. L'intérêt, c'est qu'on peut produire des anticorps flexibles. Donc, par exemple, un fragment d'anticorps au lieu de l'anticorps entier. On peut coupler un anticorps à des molécules, comme un médicament, des molécules fluorescentes, une enzyme, par exemple. On peut faire des anticorps chimériques, des anticorps humanisés, des anticorps bispécifiques, etc. Il y a une autre méthode que nous avons développée qui est différente d'anticorps recombinants. C'est la modification, pour produire des anticorps modifiés, des anticorps flexibles, c'est la modification des gènes d'anticorps dans l'hybridome même. Donc on utilise la technique CRISPR-Cas9. Donc vous voyez ici, on part d'un hybridome qui produit un anticorps entier et en modifiant le gène, on peut arriver par exemple à produire que le fragment qu'on appelle le Fab, qui contient la partie variable, auquel on peut ajouter des séquences comme des tags, comme une enzyme par exemple. Donc, et ça en faisant la modification du gène par exemple comme ici, de la chaîne lourde de l'anticorps. On peut voir ici l'anticorps normal, l'anticorps complet, et là le Fab qui est 3 fois plus petit. Donc ça a un intérêt pour plusieurs applications, comme par exemple en imagerie. C'est plus facile de faire entrer un fragment d'anticorps dans une cellule que d'utiliser l'anticorps entier. On a l'exemple ici d'un Fab fluorescent qui reconnaît une protéine dans le cytoplasme. C'est une protéine qui intervient dans la réparation d'ADN. Donc la protéine est synthétisée dans le cytoplasme et ensuite elle va aller dans le noyau. Donc là, elle est détectée dans le cytoplasme avec le Fab et ensuite on va voir le marquage qui va se déplacer dans le noyau. Voilà. Donc là, c'est la localisation et le suivi d'une protéine in vivo dans des cellules vivantes. Donc, d'autres applications pour les anticorps, notamment des anticorps fonctionnalisés. Donc, c'est comme dans le cas de kits de détection. La plupart des kits de diagnostic, donc, ils sont basés sur la technique ELISA sandwich. On a un premier anticorps qui va capturer l'antigène dans un échantillon à doser. Ensuite, on vient avec un deuxième anticorps qu'on couple, qu'on marque à la biotine. Et ensuite, on détecte par la streptavidine couplée à la peroxydase qui va générer une réaction colorimétrique avec le substrat. Donc, quand on utilise notre méthode de modification de gènes par CRISPR-Cas9, donc on peut avoir un fragment d'anticorps qui est prolongé par la peroxydase. Et vous voyez qu'on peut utiliser l'anticorps de capture qui va capturer l'antigène et directement notre fragment d'anticorps avec la peroxydase. Donc, ce qui permet de remplacer les 4 molécules ici, le deuxième anticorps, la biotine, la streptavidine, la peroxydase. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on a la réactivité de l'anticorps qui est préservée. On n'a pas besoin de marquer l'anticorps de détection et de ce fait, on a une meilleure quantification dans les kits de détection.
Donc, donc évidemment, l'utilisation la plus prestigieuse des anticorps monoclonaux, c'est l'immunothérapie. Cependant, l'utilisation des anticorps de souris chez l'homme pose un certain nombre d'inconvénients. D'abord, ils provoquent des réactions immunitaires chez l'homme et ils sont moins actifs car ils sont peu reconnus par les cellules effectrices. Donc, on a donc cherché à transformer le plus possible de l'anticorps de souris en anticorps humain. Donc, on cherche à modifier la grande partie de la séquence de l'anticorps en anticorps humains, et c'est ce qu'on appelle l'humanisation. Ça permet donc de générer des anticorps humanisés qui sont plus actifs, moins immunogènes et qui ont une demi de vie plus longue. Donc, on part de l'anticorps de souris complet. Donc, on peut prendre que les parties variables et les remplacer dans un anticorps humain. Donc là, on a un anticorps chimérique. C'est ce qu'on appelle un anticorps chimérique. Mais on peut aller plus loin en faisant le greffage de CDR. Les CDR sont les parties, les séquences qui interagissent directement avec l'antigène, des séquences de la partie variable qui interagissent directement avec l'antigène. Et on peut générer ainsi un anticorps qu'on appelle humanisé. Donc vous voyez ici, on a des CDR humains qu'on va remplacer avec des CDR de souris pour fabriquer un anticorps humanisé. En immunothérapie, la grande partie des anticorps qui existent sont des anticorps humanisés, mais il existe aussi, les autres formes existent aussi en tant que médicament. Donc on peut avoir l'anticorps de souris tel qu'il est comme médicament. On peut avoir des anticorps chimériques ou humanisés. Il y a une nomenclature qui a été proposée pour l'appellation de ces différentes formes. Donc, on rajoute un suffixe MOMAB quand il s'agit de l'anticorps complètement de souris, comme par exemple le Muromomab, qui est utilisé dans l'inhibition du rejet de greffe. Donc, quand on a un anticorps chimérique, donc on parle de Ximab, comme par exemple l'infliximab, qui est un anticorps utilisé dans les maladies inflammatoires. Et quand on a un anticorps humanisé, on utilise le suffixe Zumab. Et là, on a un grand nombre comme le Trastuzumab qu'on utilise en oncologie pour freiner les tumeurs. Évidemment, quand on a un anticorps complètement humain, donc là, on a un suffixe Mumab, comme le Panitumumab. Vous voyez, donc il y a un grand nombre d'anticorps humanisés, chimériques, même des anticorps de souris, qui sont utilisés dans de nombreuses maladies, des maladies rejet de greffe, maladies en oncologie, maladies inflammatoires, infectieuses, etc. Donc on voit ici un certain nombre d'anticorps monoclonaux qui sont utilisés comme médicaments dans de nombreuses applications thérapeutiques, et leur nombre ne cesse de croître. Et la part des anticorps monoclonaux dans le marché des biomolécules est importante et ne cesse d'augmenter avec le temps. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur
Oulad Abdelghani, pour cette présentation très riche. Je prendrai très rapidement des questions, si on a dans la salle. Si Fouad, je suis surpris de te voir là. Sur la partie. Ah oui, oui, d'accord, oui. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que c'est déjà utilisé dans des kits de diagnostic, par exemple IVD? Non, pas encore. Là, j'ai présenté des fragments d'anticorps donc, qui sont fonctionnalisés avec une enzyme, par exemple, qui est développée par la technologie CRISPR-Cas9. C'est une technologie que nous pratiquons, mais avec 2 ou 3 laboratoires dans le monde. Donc, c'est une technologie très récente qui n'est pas encore généralisée. Et dans ce cas-là, à votre avis, quelles seraient les limitations sur lesquelles auxquelles il va falloir penser si on voudrait aller vers l'IVD? Ça veut dire est-ce qu'ils seront plus performants? Est-ce qu'il y aura si on voudrait aller vers l'IVD avec des produits comme ça? Oui, c'est tout à fait utilisable. On a d'ailleurs, nous, on a fait des partenariats avec certaines boîtes qui font des kits de diagnostic. Et ils ont testé certains de nos anticorps produits de cette façon et qui se sont avérés, qui ont donné un meilleur résultat que la méthode classique que j'ai décrite au début, hein, avec plusieurs étapes et beaucoup de molécules intermédiaires. Ouais, très fascinant, merci beaucoup. Merci. Ma question, ça sera surtout sur les méthodes de production d'anticorps monoclonaux. Notamment aujourd'hui, on sait très bien que l'herceptine a fait une très grande place dans le traitement des cancers, et notamment dans le cancer de sein. Donc ma question, moi aujourd'hui, la production des anticorps monoclonaux, qu'est-ce que vous pensez de la production, par exemple, chez les phages, chez les virus? Chez les virus? Les virus, par exemple. La production d'anticorps? La production d'anticorps via les virus. Via les virus. Vous parlez peut-être de la technique de phage display, non? Non, c'est pas ça. Ça veut dire exprimer, exprimer l'anticorps à la surface d'un virus. Donc c'est la technique de phage display. En fait, cette technique-là, on l'utilise quand on a une banque. Donc on va par exemple cribler une banque d'anticorps qui sont à la surface de phage. Donc on a une banque de phage avec des multitudes d'anticorps différents. Hein, donc on a un mélange de phages avec un grand nombre d'anticorps très différents. Et donc on va, quand on a un antigène, donc on va s'intéresser, on va chercher l'anticorps qui reconnaît notre antigène dans cette banque. Et on utilise donc la banque de phages et on va faire des criblages pour arriver à l'anticorps qui reconnaît notre antigène. Voilà. Donc c'est plutôt une technique qu'on utilise sur les banques d'anticorps. Oui. Est-ce qu'il y aurait des essais par rapport à la production d'anticorps polyclonaux, plutôt polyvalents, en dehors de ce qui est utilisé couramment pour disons, la séparation à partir de poules de plasma, etc. Parce que, vu là un petit peu les contraintes liées à la production d'une quantité suffisante pour couvrir un peu les besoins des patients qui ont besoin, notamment pour la déficit immunitaire ou autres, et pour d'autres indications, est-ce qu'il y a des essais quelque part pour donner un espoir pour produire des anticorps polyvalents, en dehors de ce qui est monoclonal? Vous voulez dire utiliser des anticorps polyclonaux en clinique, c'est ça? C'est ça, oui. Le problème, c'est que c'est difficile d'utiliser quelque chose qui est indéfini dans la clinique. Mais ce qui est possible de faire, on peut avoir, par exemple, sur un antigène donné, sur disons la protéine qu'on va cibler,
on peut avoir plusieurs monoclonaux différents qu'on peut associer. Et donc, ça peut former un anticorps polyclonal, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on part d'un anticorps polyclonal, c'est quelque chose qui... je ne pense pas qu'il y a des anticorps polyclonaux qui sont utilisés en clinique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. Mais moi, je pense que c'est parce que ce n'est pas un matériel bien défini et qui est difficile à reproduire. Parce que quand on développe un médicament, le but après, c'est de pouvoir le produire en grande quantité, pouvoir le reproduire quand on veut. Or, un anticorps polyclonal, par exemple, on va générer un anticorps polyclonal à partir de chèvres, à partir mais ce n'est pas illimité. Donc on peut produire l'anticorps polyclonal, le purifier, voilà, mais on ne peut pas, quand on voudra le refaire, on n'est pas sûr d'arriver au même. Hein, ça va être différent. Donc, je pense, professeur Edmond voudrait dire un mélange de monoclonaux, par exemple en thérapie, certains pour, par exemple, des infections virales où il y a, par exemple, des virus dotés d'une variabilité génétique. Donc là, on a, pour ce sérum, si vous voulez, neutralisant, donc on a intérêt d'avoir des monoclonaux, voilà, un mélange, un pool en quelque sorte de monoclonaux qui est bien sûr efficace en termes thérapeutiques. J'ajoute, j'ai une petite question concernant des recherches, par exemple, dans ces maladies, par exemple Covid. Voilà, est-ce que vous avez une expérience dans ce sens avec ces virus qui changent, hyper variables et tout, une technique, cette production de monoclonaux qui permet un petit peu de suivre voilà, cette évolution, si vous voulez, virale, pour avoir une efficacité thérapeutique, bien sûr. Oui. Si on veut suivre les mutations et préparer des anticorps pour chaque variant, en fait, on n'a pas beaucoup de choix qu'à chaque fois qu'il y a un variant, cibler la modification qui a eu lieu pour générer un nouveau anticorps. Sinon, on peut toujours imaginer, à partir d'une banque, qu'on a une banque par exemple, et à chaque fois qu'on a un variant, on va chercher un anticorps qui réagit mieux sur le variant. Mais moi, j'ai toujours une préférence pour, quand on veut cibler un antigène ou un variant, il vaut mieux immuniser, parce que la réponse immunitaire dans un animal, c'est toujours beaucoup plus efficace que cribler une banque qui ne contient pas forcément le meilleur anticorps et qui ne provient pas de l'immunisation directe de l'antigène. Voilà. Très bien. Franchement, le sujet est passionnant. Moi-même, j'ai encore des questions, mais je vais te les poser plus tard. Je pense qu'on doit arrêter là. On a déjà dépassé notre temps. Je vous remercie beaucoup. Les discussions, les présentations étaient très, très passionnantes. Donc voilà, merci à Soma Diag, merci aux présentateurs et on vous libère. Voilà.